On s'est rencontrés via les réseaux sociaux, à l'époque, en tout cas pour Croque-Mitaine. C'est Mathieu qui a fait la démarche de venir me voir pour trouver un dessinateur. Et il est venu me parler avec ses petits projets. Et moi, j'étais en train de finir Poète Anderson à l'époque. Et du coup, il en a profité de cette petite fenêtre qu'ont chaque dessinateur entre deux projets pour me proposer Croque-Mitaine, justement. Et depuis, pas moyen de m'en débarrasser. Il continue à me proposer des projets parce que c'est lui qui a la fenêtre des albums finis, donc il est déjà là. Et voilà. Donc, je pense que... C'est une déclaration d'amour, c'est... Il y avait l'envie effectivement de raconter un thriller, et puis il y avait cette envie aussi d'aborder des thématiques qui, en tout cas moi, me préoccupent beaucoup. Donc c'était une manière d'aborder la fin d'un monde, la fin d'une société de consommation, la disparition d'une ressource essentielle. Donc là c'est la magie dans cet univers, mais on imagine aisément que pour nous ça sera plutôt le pétrole. De cette habitude qu'avaient pris ces gens de consommer énormément de choses avec des plaisirs très instinctifs et rapides qui sont les artefacts, et tout d'un coup de plus pouvoir le faire, etc. C'était ces envies-là, donc du coup, ensuite forcément ça conduit au fantastique, et moi je suis très très friand de ça, mais il y a un moment où j'avais aussi envie, quitte à essayer de proposer quelque chose, à essayer d'apporter un truc un peu original, et donc je voulais pas retomber dans... Parce que j'ai beau chercher, je trouve pas d'exemple, mais j'ai l'impression que tous les récits fantastiques, c'est toujours l'héritage de Tolkien, ou plus récemment d'Harry Potter, qui est lui-même très très fortement inspiré de Tolkien, où on a toujours des sorciers avec des baguettes magiques, des balais, même s'ils sont dans le monde contemporain, ils sont figés un peu dans ce truc-là. Et moi, je voulais prendre le contre-pied de tout ça, et je voulais me dire, j'essaie de me dire, si on quitte à raconter une société où la magie existe, certainement que les sorciers se cacheraient pas. Ils seraient même certainement les patrons en vrai. Et ça serait même certainement des businessmen redoutables, parce qu'en fait il y aurait un vrai truc à vendre. Et essayons d'aborder ça d'un angle très réaliste, pas du tout folklorique, et de faire un truc proche encore une fois de ce qu'on connaît avec les applications de smartphone à gogo, etc. Et tout. Donc ça c'est pas pitché, mais c'est juste un peu l'intention de départ. Et après voilà, le pitch, c'est dans cette société qui s'écroule suite à la disparition de la magie. C'est la rencontre improbable entre une flic qui est chargée de chasser les anciens sorciers et un ancien sorcier qui se retrouvent, qui se rendent compte qu'ils sont tous les deux à la recherche d'une petite fille disparue. Voilà, on peut pas en dire plus sans casser le truc, mais voilà. C'est important que ça se passe à Paris, et il y a eu beaucoup de plaisir, je pense, à revoir Paris comme ça. Mais par exemple, je pense que pour moi c'est devenu évident quand Jet il a pensé la couve, parce que la ville est très présente dans la couverture, et c'est là où je pense que parfois Jet, sa vision des choses et tout, m'aide aussi à prendre conscience de choses dont j'avais pas forcément conscience. Mais effectivement, c'est la ville en elle-même est très importante dans cette histoire. Je pense que c'était un peu comme Mathieu en faisant la cover. Je me suis rendu compte du potentiel personnage en fait de la ville. Je suis pas sûr qu'on l'ait tant exploité que ça pour l'instant sur le tome 1. Ça commence à venir un peu plus sur le tome 2, mais c'est normal après. Mais il y a quelque chose de fantasmé dans cette ville. C'est pas Paris tel qu'on le connaît, et c'est pas Paris au cordeau, parce que ça m'intéresse pas non plus de faire de l'architecture au poil. Ce que je veux donner, c'est une impression en fait, et si ça marche, tant mieux. Donc voilà, effectivement elle a une certaine forme de personnage en fond, quoi. Donc, tant mieux si, si on le ressent. J'aime bien faire des univers très larges, et alors souvent les gens sur Croque-Mitaine, c'est ce qui leur plaisait, et c'est ce qui aussi les frustrait. Je me suis rendu compte que beaucoup disaient on aurait aimé que ça dure plus longtemps, il y avait tellement de choses à découvrir dans cet univers, et c'est beaucoup revenu. Donc il fallait sur cette série, parce que moi
veux continuer de procéder comme ça, mais il fallait effectivement essayer peut-être de mieux jauger cette frustration. Pour moi, ce qui est important d'un point de vue narratif, c'est qu'il faut absolument que je mette en place certaines choses de cet univers pour que les gens comprennent ensuite au tome 4 la résolution en fait, où je les emmène. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire n'est compréhensible que si on comprend l'univers les règles qui en régissent l'univers. Donc c'est important pour moi de mettre bien ça en place dans chaque tome et de pas le faire de manière trop lourde. Et puis le dernier impératif pour moi, c'était de pas avoir des personnages qui décrivent l'univers ou les règles de l'univers, ou de certainement pas avoir des bandeaux de texte qui posent l'univers. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Alors c'est une discussion qu'on a, parfois il y en a qui me disent mais tu devrais pas t'embêter comme ça, etc. Mais c'est vrai que ça me prend de la place de narration. Là, In Memoriam, tout le début, l'introduction à l'univers, c'est par scène. Et forcément, ça freine l'avancée de l'histoire. Alors, ça permet aussi de rendre les personnages plus vivants, ça permet de rendre la ville plus vivante. Donc, il y a un équilibre fragile à trouver. Après, c'est au lecteur de dire si sur ce tome-là, on y est parvenu. Mais c'est vrai que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et puis, c'était pas facile pour moi, parce que là, c'était vraiment une espèce de récit choral avec plusieurs personnages qui avancent de manière différente, etc. et tout. Donc il y a un moment, non. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier au passage Luc Brunswick, parce que lui, il est extrêmement fort pour ce genre de récit. Et au tout début, il a eu une belle lecture, et il a eu des bons conseils un peu pour essayer de rééquilibrer ces choses-là. Donc, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Faut doser un peu le tout, quoi. Mathieu, contrairement à moi, voulait quand même une approche très réaliste et très contemporaine. Voilà. Donc on n'avait pas à chercher dans cette direction, même si je l'ai fait beaucoup dans le processus de création. Dans mes recherches, mes croquis, etc. J'imaginais des armures un peu plus futuristes, avec plus de protection, etc. Et en fait, à mon grand dame, quelque part, on est revenu à cette réalité parce que le récit veut cet ancrage. Et là-dessus, il a raison, parce que ça permet aussi de se comparer à ce qu'on vit, d'être très contemporain. Et il n'a pas tort. Après la création des personnages en eux-mêmes, pareil, Mathieu avait quand même... Oui, non, mais tu avais quand même des références. Après, tu savais, toi, dans quelle direction tu voulais avancer. La mise en œuvre, après, oui, il m'a demandé quand même un petit peu d'effort, surtout sur le personnage de Manon, qui n'est pas dans les gabarits que je maîtrise habituellement. Une femme forte, musclée, mais quand même féminine, qui a toutes ces caractéristiques-là, qui a des formes, qui n'est pas juste du muscle. Voilà, il y a un équilibre très délicat à trouver avec elle. Je pense que j'ai fini par la maîtriser quand même à force. Et j'en suis très content, parce que ça me change des gabarits que j'utilise. Mais ça a été une longue recherche, ouais, avec beaucoup de références, beaucoup de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui découlent des premières recherches, qui font que le reste devient assez vite cohérent dans la recherche, donc c'est cool. Tout ce qui me permet d'exprimer, mais en général des petits crobards sur papier, très vite de l'informatique, comme ça je peux envoyer à Mathieu, parce que comme on est à distance, c'est toujours plus rapide. J'ai pas besoin de passer par la phase soit transfert par scan ou par photo, etc. Même si je l'ai déjà fait. Mais c'est directement sur des logiciels, Photoshop, etc. Je tape mes recherches, ça me permet d'aller très vite aussi, on peut faire du ping-pong. Et comme ça, voilà, c'est à peu près les médias que j'utilise. Il a déjà en fait écrit toute l'histoire, donc je sais où on va, je sais quelle direction. Il m'a fait développer déjà assez quand même précis de ce qu'il raconte. Je veux dire, par exemple, le plus récent, c'est qu'il m'a envoyé le tome 2 en entier avant que je commence.
pour que je vois aussi tout ce qu'il a écrit. Même si après, ce coquin a l'habitude de rechanger des choses assez importantes, mais toujours en discutant, donc c'est bien. Et en termes de découpage, après, c'est par scène. Je crois que sur le tome 1 aussi, vous fonctionnez par scène. Hein. Peut-être un... oui, parce que je voulais pas reborder l'album en entier. Je l'ai pas fait sur le tome 1. De reborder l'album entier. Non, je l'ai pas fait. Parce que ça m'aurait épuisé. J'aime pas cette méthode. Alors, je préfère avancer par scène. Et de toute façon, on a très peu de... Comme on en parlait, justement, on a très peu de modifications en fait, sur le storyboard, à part certaines scènes qui peuvent être très complexes. Mais elles sont pas légion, donc ça va. Je m'adapte. Jet et Johan, avec qui je fais l'autre série, c'est comme ça. J'envoie un traitement assez détaillé, mais derrière, je découpe par séquence ou par scène, je dialogue, etc. Et là, je leur envoie et on en reparle. Mais du coup, ils savent où on va, il n'y a pas de surprise. Mais par exemple, avec Christelle Robin chez Dargo, elle, pour la première fois, elle m'a dit non, moi je travaille pas comme ça, je storyboard tout d'un coup. Et je veux tout l'album, découper, dialoguer, tout. Et donc, je me suis adapté. Mais c'est vrai que naturellement, ma méthode de travail, c'est celle avec Jet. C'est-à-dire que je fais un traitement détaillé et ensuite, j'envoie au fur et à mesure des batchs de pages et on en discute, quoi. C'est ce qu'on disait, on a pris le contre-pied d'un genre très établi, avec des codes très établis. Du coup, les gens ils sont peut-être un peu surpris de voir cette espèce de thriller fantastique, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de tout ça, et puis ça explose, ça court sur les toits, ça se tire dessus et tout. Il y a peut-être ce côté-là avec la fin de l'album qui est très explosif en termes d'action, parce que comme on en parlait, instaurer cet univers au début, ça prend du temps, et donc moi, on voulait aussi déjà, on voulait cueillir le lecteur avec une scène très forte en milieu de tiers d'album, qui fait basculer à ce moment-là le récit dans quelque chose qui est beaucoup plus soutenu en termes de rythme et qui se termine en climax que j'espère être vraiment explosif au sens premier du mot et tous les sens. Maintenant, on verra bien, on verra ce que ça donne. C'est toujours compliqué de lancer une série. Alors moi j'ai une bonne production quand même en termes de dessin autour de l'univers. J'en fais beaucoup, je fais beaucoup d'illustrations, etc. Ça me permet de lâcher des impressions à travers des illustrations et qui peuvent être utiles ou pas d'ailleurs. J'ai fait ça sur chaque personnage d'ailleurs, principaux, où je les ai intégrés à un décor. Je pense que certaines seront utilisées plus tard. Et ça me permet aussi de m'orienter déjà un peu vers ce que je vais raconter au niveau de la cover. En général, on finit quand même l'album, on commence à penser vers la fin, milieu-fin de l'album, parce que on est imprégné en fait de ce qu'on veut raconter. Et encore une fois, je pense que In Memoriam est un univers très complexe. Et à chaque fois, je reprends et je rapprends des strates en fait de l'univers, comme si oui, en fait, il a voulu dire ça, et je le comprends mieux après un certain temps. Il me faut du recul pour analyser les choses en tout cas. Je fonctionne très bien en impression, mais en compréhension ça prend plus de temps. Donc voilà. Et sur la cover, on a beaucoup tourné. En fait, la première que j'ai dû faire, elle avait été faite en speed à l'époque. On était encore chez Glénat. Et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé travailler sous cette contrainte déjà parce que c'est pas agréable. Et ce que j'ai sorti était quelque chose d'assez classique en soi et une bonne illustration chorale avec tous les personnages, mais pas suffisant je pense pour vendre un univers comme In Memoriam. Et à partir de là, j'ai revu à chaque fois en fait le truc. On a reproposé des choses. On a eu beaucoup d'échanges sur le sujet parce que en fait on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Enfin, personne n'arrivait à mettre le doigt dessus. Moi je proposais des choses, mais même dans la réalisation j'étais pas content. Et puis il faut penser cohésion de 4 couves. Ça va pas d'imaginer une couve. Généralement on se rend compte que ce qu'il faut c'est trouver un truc qui va permettre ensuite d'avoir un écho dans les couves suivantes.
Et ça aussi, c'est quand même bloquant, quoi. Oui. Oui, non, c'était hyper bloquant. Je pense on aurait pu fonctionner quand même de cette manière. Mais oui, on aurait peut-être manqué de cohésion après sur l'ensemble. J'avais eu un moment, j'avais réussi à en faire un truc qui aurait pu être multipliable. Oui. Et puis en fait, je sais plus, à 3 mois de la fin, ouais, je me suis dit non, mais en fait non les gars. Je la refais, donc tout le monde a fait non, c'est pas possible. C'était devenu un vrai sujet. C'était devenu un vrai bloc. Ouais. Ah, totalement. Et en fait, j'ai dit non, écoutez, on fait une réunion. Et je leur ai expliqué ma vision de cette ville, justement, qui domine, qui prend le pas sur tout le monde, mais même si les personnages sont devant, on a cette espèce de ville qui est multiple, qui avale. Et en fait, je les ai convaincus. Enfin, je crois les avoir convaincus déjà à ce moment-là. Et puis après la réalisation, en plus j'avais fait le ref à ce moment-là déjà aussi, hein. J'avais déjà fait le ref pour la réunion. J'avais déjà montré à Mathieu évidemment avant qu'on en parle. Quand la couve est bonne, ouais, zéro discussion quoi. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une vraie évidence quoi. Ouais. Autant quand c'est pas bon, on a un doute au mieux, ou alors on sait que ça marche pas, mais on n'arrive pas à comprendre. Mais alors quand c'est bon, bah, c'est une évidence quoi. Tout le monde était ok, ouais, évidemment. Ouais, voilà. Donc ça arrivé comme ça parce que j'ai compris un truc supplémentaire, comme je disais, qui sortait de juste l'impression. Et du coup, ça a permis là, voilà, pour la couve du tome 2, on est ok. Je pense que la 3 et la 4, ça va rouler aussi, parce qu'on a trouvé un principe qui a du sens en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, on est à 50 planches du tome 2. Moi, je suis en train de me mettre à l'écriture du tome 3. Donc, normalement, mais en fait, c'est très difficile toujours de savoir, mais on avait prévu une sortie du tome 2 en juin. Ça dépendra de beaucoup de choses. Donc, mais si c'est pas en juin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le tome 2 sortira cette année. Donc, les 2 premiers tomes sortent cette année, ce qui était vraiment un impératif pour nous et notre éditeur. Et ensuite, il faudra quand même prendre le temps de faire le tome 3 et 4. Hein, mais voilà, donc c'est 4 tomes et c'est terminé. Voilà. Merci.